Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une affaire un petit peu spéciale puisqu'elle va mêler inceste et triple meurtre. J'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous et comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette affaire. Serving fire department. Name, you still there? Name, you still there? Lors de l'année 1995, une jeune adolescente âgée de 15 ans nommée Alyssa a commencé à discuter en ligne avec un homme nommé Steven Pladdle, un homme de 5 ans son aîné. Malgré l'écart d'âge, une relation mineure majeure et la distance qui les séparait, Alyssa est pourtant instantanément tombée amoureuse de l'homme, dont la beauté et le charisme l'avaient attirée vers lui comme un aimant. Après une longue période de flirt au cours de laquelle l'adolescente était conquise par l'homme, le couple s'est rencontré en personne, ont même aménagé ensemble et ont entamé alors une relation dans la vie réelle. Moins d'un an après cette fameuse rencontre, le couple était marié, alors qu'Alyssa n'avait encore que 16 ans. Lors de l'année de ses 17 ans, la jeune fille a donné naissance à leur premier enfant, une fille qu'ils ont nommée Denise. Le jeune couple a appris très tôt que les responsabilités du mariage et de la parentalité demandaient bien plus d'investissement que ce qu'ils pensaient et ont eu beaucoup de mal à tout gérer ensemble. À peine capables de joindre les deux bouts financièrement, ils ont commencé à se battre et ce de manière très régulière. Mal tempéré par la nature, Steven a particulièrement eu du mal à faire face à la vie de famille. Parfois, selon Alyssa, Steven agissait de manière très violente et même impulsive. La cible de son agression, dans la plupart des cas, aurait été leur propre fille, Denise, alors que ce n'était encore qu'un tout petit bébé. Aussi difficile qu'il soit pour elle de l'accepter, Alyssa est devenue convaincue que Steven abusait physiquement de leur fille, qu'elle trouvait souvent couverte d'ecchymose. Une fois, elle avait même surpris Steven en train de pincer le bébé assez fort pour la faire pleurer, apparemment juste parce que ça le faisait rire. Waouh, c'est vrai que c'est extrêmement drôle de faire du mal à un nourrisson qui n'est même pas capable de se défendre. Dans un autre incident du même type, Alyssa a affirmé qu'il était entré dans une colère noire et avait tenté de noyer le nourrisson qui ne cessait de pleurer. Décidant à cet instant précis qu'elle devait protéger Denise de la situation avant que les choses ne puissent s'aggraver, Alyssa a pris des dispositions pour mettre son bébé, seulement âgé de 8 mois, à l'adoption. Steven, qui n'avait pas bien accepté la paternité, avait volontiers accepté d'abandonner tous ses droits parentaux. Denise a alors ensuite été adoptée par un couple originaire du comté de New York, Anthony et Kelly Fusco, qui avaient déjà une fille biologique. La famille a accueilli dans leur maison et dans leur cœur à bras ouverts la petite fille qu'ils ont renommée Cathy. Grâce à ses parents adoptifs, Cathy a grandi dans un environnement stable qui était très éloigné de celui qu'elle aurait été forcée de supporter si jamais elle était restée sous le même toit que Steven Pladdle, qui aurait pourtant dû la couvrir d'amour et de tendresse, comme un père est censé le faire. Malheureusement, au fur et à mesure qu'elle est grandie, Cathy a pris la décision fatidique de chercher le couple qui l'avait mise au monde, et abandonné par la même occasion, alors qu'elle n'avait que 8 mois. Alors quand je dis malheureusement, évidemment, je ne parle pas du fait de vouloir retrouver ses parents en tant qu'enfant adopté. Là je parle vraiment dans cette affaire précise parce que je connais déjà la suite de cette histoire. C'est en août 2016 que Cathy, qui avait récemment eu 18 ans, a réussi à retrouver ses parents biologiques grâce aux réseaux sociaux et les a contactés dans l'espoir de renouer contact avec eux, d'en apprendre un petit peu plus sur eux et sur les raisons de cet abandon. Ravis d'avoir de ces nouvelles après avoir passé tant d'années à l'écart de leur fille, Alyssa et Steven, qui étaient toujours en couple, l'ont invité chez eux en périphérie de Richmond en Virginie pour qu'ils apprennent à se connaître. Même si elle était naturellement nerveuse, Cathy s'est tout de suite sentie détendue une fois en compagnie de ses parents biologiques et de leurs deux filles, âgées de 11 et 6 ans. Ensemble, ils se sont même tellement bien entendus que Cathy a rapidement demandé si elle pouvait, sait-on jamais, emménager avec eux. Étonnamment, alors que son père biologique,
Steven, qui de base ne voulait pas de cet enfant lorsqu'elle est née, était complètement d'accord avec l'idée qu'elle emménage à la maison. Par contre, sa mère, elle, a montré une grande hésitation quant à cet aménagement. Alyssa voulait passer du temps à apprendre à connaître la fille qu'elle avait abandonnée 18 ans plus tôt. Mais elle craignait que le passé ne revienne les hanter. Avant de faire de la place à Katy dans leur maison et dans leur vie, elle s'était fait un devoir de lui dire la raison pour laquelle elle avait eu recours à l'adoption en premier lieu. Elle a alors averti sa fille que sous le gentil personnage de Steven se cachait un monstre, un intimidateur, un homme en plus de ça infidèle qui pouvait prendre la fuite à absolument tout moment en abandonnant tout et tout le monde derrière lui. Ce n'était pas quelqu'un de fiable et ça, il fallait qu'elle le sache. De plus, ayant été abusif dans le passé, Alyssa craignait qu'il ne revienne à ses anciennes habitudes avec ce retour du passé dans leur quotidien. Et si Katy était malgré tout préoccupée par ce dans quoi elle s'embarquait, elle n'en a pour autant pas pris part et a décidé de foncer tête baissée malgré les mises en garde de sa mère biologique et ce sentiment qu'elle faisait quelque chose qui n'allait pas. Katy a expliqué à Alyssa qu'elle aimait Steven, peu importe qui il pouvait être, et qu'elle était persuadée qu'il n'y aurait aucun problème. Une fois les détails réglés, Katy avait informé ses parents adoptifs qu'elle mettrait l'université en attente afin de passer du temps de qualité avec sa famille biologique. Bien qu'ils aient évidemment été inquiets de la confier aux soins d'étrangers, les Fusco, toujours solidaires envers leur fille, leur avaient donné toute leur bénédiction. Et c'est de cette manière que tout a été mis en place pour qu'une série de tragédies détruise non pas une, mais deux familles. Au moment où Katy est entrée dans leur vie, Steven et Alyssa n'étaient mariés que sur le papier, parce qu'en réalité, il n'y avait plus aucune connexion entre eux. Puis, plusieurs jours sont passés depuis que la jeune fille a aménagé chez ses parents biologiques, avant que Alyssa ne remarque que son mari dormait par terre dans la chambre de Katy. Lorsqu'elle l'a confronté à ce sujet, il lui a dit que les deux étaient, accrochez-vous bien, amoureux, et qu'elle devrait plutôt s'occuper de ses propres affaires. Fatiguée du mauvais caractère et de la mauvaise humeur de Steven, en septembre 2016, Alyssa a pris ses filles avec elle et a déménagé en laissant Katy et Steven dans la maison. Bien qu'elle soit préoccupée quant au sort de Katy, elle a estimé qu'elle devait avant tout faire ce qui était le mieux pour ses enfants qui étaient encore mineurs, sous sa garde, et qui n'étaient pas du tout en mesure de se protéger eux-mêmes. Ne voulant plus rien avoir avec l'homme qu'elle aimait autrefois, elle a instantanément, après son départ, demandé le divorce. C'est en mai 2017 que Alyssa avait vu une note dans le journal de son enfant de 11 ans, une note qui lui a fait froid dans le dos. Et en effet, franchement, il y avait de quoi, puisque la petite avait écrit que Katy était enceinte du bébé de son père. De plus, Steven avait commencé à insister pour qu'elle et sa sœur de 6 ans se réfèrent à leur sœur aînée comme étant leur belle-mère. Donc, oui, je vous assure, vous avez tout à fait compris ce qui se passait dans cette affaire. Katy, qui est la fille biologique de Steven, est en couple avec ce dernier, et celui-ci l'a mis enceinte. Ils sont en couple, alors que c'est un père et sa fille. Alyssa, évidemment, était plus que furieuse d'apprendre tout ce qui se passait lorsque ses filles étaient sous la garde de leur père, et a appelé Steven afin de s'expliquer avec lui. Même si elle a tenté de lui faire comprendre la gravité des choses que d'avoir mis enceinte sa propre fille, Steven a refusé d'entendre quoi que ce soit, déblatérant que lui et Katy étaient fous amoureux l'un de l'autre et que ça, rien ni personne ne pouvait le changer. Réalisant alors qu'il n'y avait pas de retour à la raison possible avec l'homme, Alyssa a raccroché et a carrément contacté les autorités. Malgré ses efforts, il a fallu attendre des mois avant que le couple ne fasse face à la justice. Lors de l'été 2017, Steven et Katy se sont mariés dans l'état du Maryland après avoir juré faussement qu'ils n'étaient pas du tout apparentés. Le 20 juillet, 2 semaines après la finalisation de son divorce avec Alyssa, le couple s'est alors marié, scellant leur amour alors qu'ils sont parents. Pour ajouter un autre élément ahurissant à une histoire qui est déjà complètement folle, la mère de Steven et les parents adoptifs de Katy étaient là pour encourager le couple lors de cette journée très spéciale. Lorsque certains ont demandé aux parents adoptifs de Katy comment ils ont bien pu soutenir un tel événement, les Fusco ont simplement expliqué qu'ils voulaient être là pour leur fille, Katy, quelles que soient les circonstances. Donc visiblement,
à part Alyssa, et c'est ça que je trouve complètement dingue, tout le monde trouvait ça normal que Katie se marie et fasse un enfant avec son père. Le 1er septembre, un peu plus d'1 mois après les noces, le couple a accueilli leur bébé né d'inceste, un fils qu'ils ont nommé Bennett. Peu de temps après la naissance, ils ont déménagé à Knightdale, en Caroline du Nord, pour se rapprocher de la mère de Steven, qui elle aussi était ravie d'avoir un petit-fils, mais heureusement, au bout d'un moment, la justice s'est quand même dit que tout ça n'était clairement pas normal, et c'est le 27 janvier 2018 que les autorités de Virginie ont accusé Steven Pladdle et Katie Fusco Pladdle d'inceste, d'adultère et de contribution à la délinquance d'un mineur. S'ils étaient condamnés, le couple pouvait passer les 10 prochaines années derrière les barreaux. Après leur arrestation et leur détention, c'est la mère de Steven qui a obtenu la garde temporaire du petit Bennett. Une fois libérée sous caution en février, Katie est retournée à Douvres dans l'état de New York pour retourner vivre avec ses parents adoptifs, laissant Bennett et même son ex-mari derrière elle. Steven, de son côté, a également été libéré avec la stipulation qu'il n'ait plus aucun contact avec Katie jusqu'à ce que les deux comparaissent ensemble devant le tribunal pour une audience qui était prévue initialement le 23 avril 2018. Malheureusement, c'est une procédure à laquelle ni l'un ni l'autre n'a été en mesure d'assister. La mère de Steven se souvient que son fils était venu chercher Bennett tard dans la soirée du 11 avril, disant qu'il devait se dépêcher et rentrer à la maison pour se préparer à un appel Skype avec Kate. Alors évidemment, c'est une violation de l'ordonnance du tribunal que de contacter Katie alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. La mère de ce dernier ne l'a pas du tout interrogé sur ses intentions et a simplement laissé son fils faire sans brancher. Quelques heures plus tard, juste après minuit, Steven a appelé sa mère pour lui dire que Bennett et lui étaient en route direction l'État de New York. À 7 heures du matin, il a de nouveau téléphoné pour lui faire savoir qu'ils approchaient de leur destination, mais n'a pas dit toute la vérité à sa mère. En effet, au moment de cet appel, il était garé dans la rue où Katie vivait avec ses parents, tout en surveillant chacun de leurs mouvements. Lorsqu'il a vu Katie et Anthony, son père adoptif, monter dans une camionnette et partir en voiture, il les a suivis pendant 24 km jusqu'à ce qu'ils atteignent New Milford dans le Connecticut. À 8h40, il est sorti de sa voiture à une intersection et a ouvert le feu sur Katie et son père adoptif avec un fusil d'assaut, les tuant tous les deux instantanément. Les résidents de la zone où la fusillade s'est produite avaient rapidement téléphoné à la police pour signaler le bruit des coups de feu, et les agents qui sont arrivés sur les lieux ont fait la sombre découverte quelques instants seulement après que la fumée se soit dissipée, des corps inanimés. 5 minutes seulement après la fusillade, Steven a contacté sa mère une dernière fois pour l'informer qu'il avait tué Katie, son père adoptif Anthony, et le plus dévastateur pour elle, son arrière-petit-fils Bennett. Avant de mettre fin à l'appel, il a même osé justifier ses actions en expliquant que Katie l'avait quitté et que ça l'avait mis dans une rage folle puisque pour lui c'était impossible de vivre sans elle. Dans la panique, la mère de Steven a appelé le 911 et leur a dit qu'elle craignait que son fils n'ait tué son arrière-petit-fils. Lorsque les officiers ont effectué un contrôle de bien-être, ils ont trouvé le petit corps de Bennett immobile dans son berceau. Le petit bébé âgé d'à peine quelques mois avait été étouffé par son père avec un oreiller. Après avoir effectué une fouille des lieux, ils n'ont pu trouver aucun signe de vie de Steven. Les autorités de Caroline du Nord ne le savaient pas encore à l'époque, mais Bennett avait été la première de 3 victimes dont la vie avait été volée par Steven Pladdle ce jeudi matin. C'est dans la petite ville pittoresque de Douvres qu'un agent de patrouille a remarqué une Honda Odyssey bleue au ralenti sur le bord de la route. Intrigués, les policiers se sont arrêtés et ont regardé à l'intérieur, et c'est là qu'ils ont découvert que Steven Pladdle s'était effondré sur le siège du conducteur, mort d'une blessure par balle auto-infligée à la tête. À la suite des meurtres, l'avocat de Steven avait parlé publiquement de l'amour de son ancien client pour Katie, apparemment oubliant volontairement la partie où il était en réalité son parent biologique. L'avocat avait raisonné qu'il était adulte et donc capable de choisir ses partenaires sexuels comme bon lui semblait. Il avait laissé entendre que, puisque les deux se connaissaient à peine jusqu'à récemment, leur ADN partagé n'était plus ou moins pas un problème. Le fait que son père les manipulait dans une relation
tout comme il l'avait fait avec Alyssa, sa mère, quand elle était adolescente, semblait avoir été quelque chose d'insignifiant pour cet avocat visiblement sans aucun scrupule. Steven était un homme mauvais, incapable de contrôler ses impulsions violentes, associé à son mépris flagrant pour le bien-être des autres, et n'était qu'une bombe à retardement. La raison pour laquelle Steven avait jugé nécessaire de tuer Bennett, âgé alors de 7 mois, est une question qui demandera à jamais une réponse. Beaucoup se sont retrouvés complètement insurgés quant au fait qu'il ait assassiné ce pauvre petit être qui n'avait absolument rien à voir dans toute cette histoire. Malgré le fait qu'il savait que sa mère aurait volontiers veillé sur son petit-fils en son absence, il avait choisi délibérément de s'en prendre à ce bébé sans défense plutôt que de lui épargner la vie. Alors évidemment que cette affaire est extrêmement courte puisqu'il n'y a plus rien d'autre à dire puisque tout le monde est mort. L'assassin est mort, il n'y a pas de procès et les victimes sont toutes décédées, personne n'a pu témoigner et finalement, y a-t-il vraiment un témoignage à donner dans cette affaire? Je pense que tout est suffisamment clair et je ne comprends pas comment autant de personnes ont pu accepter cette relation, ont pu les soutenir dans ce qui est littéralement leur connerie. C'était vraiment une bêtise et je pense que les parents adoptifs de Cathy auraient dû au bout d'un moment aller la chercher et lui dire « Oh, tu es en train de vriller, ça va pas du tout. Tu ne peux pas être amoureuse et en couple avec ton père biologique, quand bien même tu n'as pas grandi avec, tu ne l'as jamais connu, et en soi le lien père-fille ne s'est jamais réellement créé, il n'empêche que vous avez le même ADN, que vous partagez le même sang, que c'est ton parent, on ne peut pas le changer. Donc tes sentiments, qu'ils soient réels ou issus d'une manipulation de la part de l'homme, il faut les oublier, il faut partir et s'en aller. Et je ne comprends pas que ses parents adoptifs l'ont même laissé l'épouser, ont participé à ce mariage en les soutenant et l'ont laissé faire un enfant avec cet homme. Pour moi, c'est complètement invraisemblable, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, mais visiblement, à part Alyssa, personne n'avait la tête sur leurs épaules durant cette affaire. En tout cas, j'espère que celle-ci était encore inconnue pour vous et qu'elle vous a plu, entre guillemets. Ça change un petit peu des affaires qu'on a l'habitude de voir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un petit like ou un petit commentaire juste en dessous. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!